Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence ici ce matin. Et parmi vous, je salue la présence de Sam Stourzé, directeur des rencontres internationales de la photographie d'Arles, et très lié aussi à la création de cet institut. Je suis particulièrement heureux que les organisatrices de ce colloque aient proposé qu'une des journées de réflexion ait lieu au Fresnoy. Et je salue au passage la création dans notre région de cet institut pour la photographie, dont les enjeux ne peuvent manquer de croiser les nôtres, ce en quoi je veux voir la perspective de fructueuse collaboration. Je rappelle que le projet artistique et pédagogique du Fresnoy, Studio National, se situe dans un territoire qui commence avec la photographie, premier langage et première technique de l'image moderne, c'est-à-dire celle qui n'est plus produite à la main, mais qui résulte d'un processus optico-chimique. Directement issu de la photographie, le cinéma, qui a partagé avec elle son support d'origine, a dominé tout l'art du XXe siècle. Survivant aujourd'hui à ces techniques historiques, il a bientôt constitué notre culture de référence, même si nous sommes portés par un fort tropisme vers les moyens de création et d'expression de l'univers numérique. On pourrait dire ainsi qu'au Fresnoy, tout commence avec la photographie. À preuve de cela, l'exceptionnel laboratoire dont nous disposons et où se concrétise, grâce à un outil comme la lambda, l'articulation entre l'image argentique et l'image numérique, qu'il faudrait d'ailleurs présenter dans le sens inverse, numérique-argentique, puisque cette machine sophistiquée, rare et coûteuse, permet de lire et de traiter les fichiers numériques des appareils photo d'aujourd'hui pour impressionner, comme le font les agrandisseurs traditionnels, des papiers argentiques, développés dans la chimie classique du révélateur, du bain d'arrêt et du fixateur. Le produit final est strictement identique au tirage argentique obtenu à partir d'un négatif, d'une pellicule négative. Cette machine offre également la possibilité de scanner des images argentiques afin qu'elles puissent bénéficier des innombrables possibilités de retouche, de correction, de traitement de la colorimétrie, de suppression des aberrations ou des défauts qu'offrent des logiciels comme Photoshop, avant que de telles images, rendues conformes aux vœux du photographe, retrouvent le support argentique que continuent de préférer les musées et les grandes collections publiques ou privées. Je rappelle aussi que parmi les professeurs invités, cinéastes, compositeurs, chorégraphes, artistes plasticiens, créateurs d'art numérique, d'importants photographes sont venus au Fresnoy pour diriger les travaux de nos étudiants. Je cite pour mémoire Patrick Bailly-Maître-Grand, Hicham Benoud, Choi, le fameux tireur de photographes célèbres, français, américains et autres, Tom Draos, Bernard Faucon, Johan von Couberta, Nicolas Moulin, Hans Obdebeck, Éric Poitvin, Alain Stanislas, qui ont formé de jeunes artistes dont le moyen d'expression est la photographie, parfois revisité par les nouvelles technologies de l'image. Nos étudiants photographes sont régulièrement présents dans les grandes manifestations photographiques comme les rencontres d'Arles. Cette année, un de nos anciens étudiants était présent. Laura Hainaut y obtient le Grand Prix il y a quelques années. Le mois de la photographie à Paris ou d'autres événements en France ou à l'étranger. Ce sont aussi deux artistes étudiants du Fresnoy, Anna-Katharina Scheidegger et David de Better, qui animent et supervisent les travaux de notre laboratoire et qui accueillent d'éventuels utilisateurs extérieurs, comme ce fut le cas pour Patrick Tosani et ses étudiants des Beaux-Arts de Paris. La question de l'archive est au cœur du programme de cette journée, conçu par l'Institut de la photographie, et l'on connaît l'extraordinaire intérêt que suscitent aujourd'hui les archives en général, non seulement comme un inestimable trésor documentaire, mais aussi comme un matériau susceptible d'être générateur de fiction, qui peut ainsi intéresser aussi bien les artistes, les créateurs, que les chercheurs et les historiens. C'est d'ailleurs sous cet angle que j'aborderai certains aspects de mon travail personnel de photographe, puisque l'invitation m'est faite, que j'apprécie, de m'exprimer aujourd'hui autant comme artiste et comme praticien de la photographie que comme directeur de l'institution où nous nous trouvons. J'ai donné pour titre à ce que je vais vous dire de mon travail photographique, l'image revenante. Je ne vous parlerai pas de l'archive au sens traditionnel, mais de l'usage que j'ai pu faire de la collecte du réel que permet la photographie dans des recherches et des travaux où les caractéristiques traditionnellement reconnues de l'image photographique sont questionnées et souvent transgressées. Pour cette présentation, que j'ai souhaitée brève, j'ai choisi 3 séries d'œuvres, parmi beaucoup d'autres, où apparaissent clairement les enjeux de ma relation
aux images photographiques, à la fois collectées, on pourrait dire collectionnées, comme archives du réel, et transformées en images élaborées comme traces de ce qui n'a jamais eu lieu. Quand j'étais adolescent, la photographie fut une pratique première, et à mes débuts, sans autre initiation que les conseils d'un camarade de lycée, fils d'un négociant photographe, c'est sans doute mon inculture quant à l'histoire de la photographie qui m'a permis d'ignorer quelques dictats ou idées reçues. Par exemple, je n'ai jamais considéré comme inspirante ou stimulante une caractéristique aussi évidente que la fixité de l'image, ni la notion d'instant décisif, chère à Henri Cartier-Bresson. À l'inverse, mes recherches m'ont spontanément conduit à inscrire dans mes images la trace du mouvement et le dépôt du temps, grâce à des stratégies, à des expérimentations et à des techniques diverses, dont certaines relèvent du jeu ou du bricolage. De la même façon, j'ai été moins inspiré par le constat indiscutable que la photographie est liée à la mort, toute image renvoyant ce qui n'existe déjà plus ou qui a déjà changé irréversiblement, ne serait-ce qu'une seconde après la prise de vue, que par son pouvoir d'apparition, de réapparition, de reconvocation dans le monde visible, de revenance, de support de la mémoire. Essentielles ont été pour moi l'exploration, l'exploitation de cette propriété des images photographiques d'être projetables, c'est-à-dire de quitter leur support d'origine, la pellicule translucide, pour apparaître n'importe où, premier cas dans l'histoire de l'art et des représentations, si l'on laisse de côté les lanternes magiques dont l'importance et l'intérêt sont restés anecdotiques. La projection, le transfert de l'image, son transport, sont déjà au cœur même du procédé de l'inversion, c'est-à-dire du tirage positif sur papier à partir d'un négatif placé dans un agrandisseur. Son nom d'agrandisseur fait d'ailleurs oublier qu'il s'agit en fait d'un projecteur, même s'il est vrai que c'est lors de cette opération qu'apparaît la capacité d'une image photographique à changer de format, à être agrandie, autre particularité qui lui est propre dans l'histoire des images. Mais le cinéma, en faisant de la projection en salle obscure son dispositif unique et spécifique de diffusion et de perception, a pu faire oublier qu'avant lui, et à partir d'un identique support argentique, la pellicule, la photographie est elle aussi projetable. Cette projectabilité, pardonnez-moi le néologisme, de l'image photographique lui permet non seulement d'apparaître n'importe où, mais d'éclairer les supports de son apparition. Le monde est ainsi éclairé par les images, peut être ainsi éclairé par les images. Prenant place dans les espaces du visible, l'image projetée devient ainsi refotographiable parmi tous les autres objets d'un décor, autre forme de cette reproductibilité de la photographie si abondamment commentée et théorisée depuis longtemps sous d'autres aspects. J'ai multiplié les recherches, les expériences sur des dispositifs de photographie projetée et des résultats de cette projection refotographiée. Je n'ai pas encore épuisé, loin s'en faut, les nombreuses configurations de ce procédé. Aux anciens projecteurs de diapositives, si prisés pour les projections en famille des images de voyage ou de vacances, ou par les maîtres d'école, peuvent d'ailleurs succéder aujourd'hui les vidéoprojecteurs, capables de projeter aussi bien des images fixes et silencieuses que les images animées et sonores de la vidéo. Pour la projection d'images photographiques, qu'on pourrait considérer comme des archives, sur toutes sortes de supports, j'ai expérimenté divers dispositifs, comme par exemple l'interposition de miroirs mobiles, ou fragmentés, ou flottants, susceptibles d'associer la projection et le reflet, de morceler et de redistribuer l'image projetée, de la mettre en mouvement, de la parcourir. De telles expériences ont été soit saisies par la prise de vue et ont donné lieu à de grands tirages sur papier, soit présentées sous forme d'installation, où le spectateur se trouve face à des images fixes qui bougent. J'exclurai de cette présentation les installations qui constitueraient un chapitre à part entière un peu long. Je me contenterai d'évoquer 3 séries qui ont donné lieu à des tirages photographiques classiques. Dans la série intitulée « Dans le cadre miroir », un portrait réalisé au Polaroid et qui devient une sorte d'archive est placé dans un cadre en miroir, comme ceux qu'on fabriquait communément dans les années 50, pour y être regardé par le modèle lui-même qui apparaît en reflet dans le bord du cadre. Entre les deux visages, celui de l'archive, entre guillemets, au Polaroid et celui en reflet de la personne qui se regarde elle-même, 1 minute de vie ou de vieillissement s'est écoulée. Le temps de révélation de l'image en Polaroid et de son positionnement dans le cadre.
Dans la série La nuit des visages, j'ai collecté des portraits de jeunes femmes disparues dans les années 30, reproduites en médaillons photographiques sur les sépultures d'un grand cimetière romain et qu'à nouveau on pourrait considérer comme des archives. C'était pendant mon séjour à la Villa Médicis. Les cimetières italiens en général sont de vastes albums photographiques que l'on peut parcourir par secteur, c'est-à-dire par époque, par confession. À Rome, le cimetière dit acatholique est en fait celui des protestants et le grand cimetière municipal du Campo Verano, le cimetière municipal du Campo Verano, très majoritairement consacré aux catholiques, comporte une section hébraïque. Il y a aussi des secteurs particulièrement émouvants consacrés aux enfants. Et là, bien souvent, les photographies de petites filles et de petits garçons prématurément disparus sont entourées d'objets leur ayant appartenu, jouets, vêtements, boîtes à musique, poissons rouges dans leur bocal, etc. De la vie, du mouvement et du bruit autour des images fixes et muettes. On trouve dans les cimetières italiens des portraits de familles entières sur plusieurs générations. Alors apparaît inévitablement la dimension documentaire de ces images qui constituent à leur façon des archives pouvant intéresser les sociologues. J'ai pu reproduire un certain nombre de ces photographies fixées sur des médaillons émaillés qui sont ainsi devenues des photographies sur un support actuel. Images ranimées, susceptibles d'être impliquées dans des compositions nouvelles, reconvoquées à la surface du monde visible. Projetées la nuit, dans des décors plus ou moins romanesques ou sentimentaux, ruines, vieux murs, sable d'un rivage, rochers, arbres d'une forêt, les visages réapparaissent comme des fantômes. Une seconde chance est ainsi donnée à la photographie par la photographie. Une survie est offerte à des images d'être disparues, elles aussi condamnées à disparaître un jour. Le résultat de ces projections refotographiées devient une œuvre photographique contemporaine. Tel est ce pouvoir de revenance de la photographie projetée qui alimentait la rêverie romantique de rendez-vous avec des spectres d'êtres que j'aurais aimé connaître. Nouvelle surface offerte par la photographie aux images de la photographie, nouvelle modalité de la reproductibilité photographique. La photographie comme image des revenants, la photographie comme l'image qui revient. Antérieurement à mes travaux sur la photographie projetée, j'avais exploré l'univers des reflets, y compris dans le monde domestique où sont nombreux les objets en matériaux réfléchissants comme l'argenterie, les métaux chromés, l'aluminium, etc., que nous manipulons quotidiennement. Il serait trop long d'évoquer ici ces recherches, j'en viens donc directement au croisement, ou plutôt à la conjonction, à l'articulation de l'image projetée et de l'image captée en reflet par un miroir, qui m'ont permis d'effectuer mes expérimentations les plus fructueuses, avec notamment la série des Happy Days. Cette série montre la capacité de la photographie à faire image de ce qui n'a jamais été visible à l'œil nu, de ce qui n'a jamais eu lieu et qui pourtant fait trace, contredisant le credo de celui qui fut un de mes maîtres, Roland Barthes, lorsqu'il déclarait qu'une photographie est toujours la trace d'un ça a été. Je vais vous expliquer le procédé, le mode de fabrication de ces images qui, comme je l'indiquais précédemment, relève d'un bricolage, d'un jeu. Un petit jouet mécanique, évocateur des jours bienheureux de l'enfance, comme l'indique le fanion portant les mots Happy Days, remorque sur le sol un miroir léger, sous le regard d'une chambre photographique dont le diaphragme reste ouvert en pause longue. Au préalable ont été effectuées des reproductions d'images de la peinture susceptibles d'être projetées et devenant à leur tour une archive. Dans son trajet minutieusement répété et réglé, le miroir remorqué renvoie le reflet de l'image projetée au mur, là où sont accrochés les tableaux pour grandes personnes. Sont ainsi captés et saisis sous forme de traces, de traînées lumineuses, suspendues entre un point de départ et un point d'arrivée, quelques corps célèbres de l'histoire de la peinture. Les nus de Velázquez, du Titien, de Rembrandt, de Rubens, de Goya, d'Ingres, de Manet, de Renoir, puis ceux d'autres femmes pareillement kidnappées par la photographie chez des peintres de moindre envergure, pompiers ou académiques, puisqu'après tout, un beau modèle reste un beau modèle. C'est au sol, là où l'enfant fait évoluer ses jouets, qu'apparaissent les images que les adultes suspendent au mur. Deux espaces, deux âges de l'existence sont ainsi articulés. De telles images sont soumises à la réussite de bien des ruses, et le résultat n'apparaît qu'au laboratoire. Rien n'a été visible à l'œil nu pendant la prise de vue, et le résultat, en partie aléatoire,
n'apparaît qu'au moment de la révélation. Rien n'a été comme l'image finale le montre. La photographie a rassemblé à la surface d'une seule image la trace d'un événement qui s'est déroulé sur 1 ou 2 minutes, ce qui représentait quelques 2500 photogrammes au cinéma. Ce que ces images photographiques ont capté est ce que j'appellerais un temps sans instant. Le corps, parcouru de la tête aux pieds, cadré dans la fenêtre du miroir, est comme celui d'une trapéziste suspendu entre la première et la dernière image, et il est simplement déposé sur une surface unique où tout s'est fixé. Dès lors, la photographie est du réel. Dès lors, la photographie n'est plus un instantané prélevé au continuum du réel, elle est du réel dans une fiction de temps. De telles prises de vue ressemblent au tournage d'un plan de cinéma, avec changement de mise au point, accompagnement par la lumière, début et fin d'une action, comme entre les ordres moteur et coupé. Mais ici, le temps, que le défilement du film dans la caméra cinématographique accompagne trop docilement, est empilé, compressé et aplati sur une seule image. Du temps s'étale sur un espace en 2 dimensions. La photographie peut donc être considérée comme un art du temps qui, mieux que le cinéma, trop mécaniquement soumis au temps, expose le temps et le dévoile en lui résistant. Elle s'expose à ses blessures et nous en montre les cicatrices. Cette série des Happy Days a transformé en images reproductibles, manipulables et projetables les images de la peinture traditionnellement déposées et fixées à jamais sur leur support de toile, de bois ou de plâtre à fresco, comme on disait. Si je me rapproche du thème de l'archive qui nous occupe, on peut considérer que la photographie est capable de transformer en archive tout événement présent dans le visible à un moment donné et susceptible de revenir, d'être ramené à la surface en une sorte d'éternel retour. Je ne vous ai présenté que quelques exemples parmi beaucoup d'autres séries de ce que sont mes relations et mes expériences avec l'image photographique, explorant ses limites jusqu'à ses frontières avec des disciplines voisines comme la peinture ou le cinéma, et prenant à contre-pied certaines idées trop vite admises, insuffisamment remises en question selon mon point de vue. Avec un peu plus de temps, j'aurais pu évoquer d'autres travaux comme ceux que j'ai appelés les écrans sensibles, où un film de cinéma, tourné pour la circonstance, puis projeté en public sur un écran fait de papier photographique, dépose une image qui, une fois révélée, fait apparaître une trace mécanique, objective et pourtant mensongère. Une image photographique obtenue par contact comme trace d'un film et qui pourtant n'a jamais été visible dans le film lui-même. L'image fixe de la photographie devenant une surprenante mémoire du cinéma et des images animées. J'aurais pu aussi vous parler de mes flipbooks, ces petits livres d'images destinés à être manipulés rapidement sous l'action du pouce, appelés en français des folioscopes, et qui illustrent la place de la photographie dans la préhistoire du cinéma. Mais j'en resterai là, sans prendre plus de votre temps, en espérant vous avoir montré que la photographie, au-delà de son incontestable capacité à enregistrer le réel et à archiver le monde, est aussi capable de l'éclairer, de le réinventer et de le réenchanter. Je vous remercie de votre attention.